Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 d'un animé de cette saison automne 2023. Je parle de Shangri-La Frontière, dont j'ai déjà fait la review des 2 premiers épisodes et qui était vachement intéressant, vachement pas mal, vachement sympathique. Et ce 3e épisode ne déroge pas à la règle. Oui. Mais avant, comme d'habitude, petit instant auto-promo. Cette fois-ci, je ne parle pas de mon manga webtoon Arena, disponible dans la description. Cette fois-ci, je parle de la boîte à quiz manga par le chef Otaku. Plus de 600 questions et défis pour tester ses connaissances en manga, animé, culture populaire japonaise. Voilà, pour s'amuser entre amis ou en famille. C'est bientôt Noël. Commencez à prévoir votre liste de cadeaux. Si vous avez des potes qui sont fans de manga et d'animé, ben vous leur proposez ça. C'est pas cher, c'est sympa, c'est un best-seller de l'année dernière. Donc ça ressort. Donc ne vous privez pas. Voilà, c'est tout. Mais oui, mais bien sûr. Oui. Bon, alors cet épisode 3 de Shangri-La Frontière était vachement bien. Bon, déjà le combat contre le Lycan noir, je sais pas quoi là, le mégalou monstre solitaire unique qui apparaît, qu'on peut battre qu'une seule fois. Il apparaît plusieurs fois, mais apparemment on peut le battre qu'une seule fois dans le jeu. Et si t'arrives à le battre, bon bah tu rentres dans la légende du game. Le combat était vachement cool, déjà, hein, ça c'est bien de le préciser. L'animation est très propre. Il y a de la tension, on est pris dedans. Et du coup, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'on est pris dedans alors qu'on a juste un mec qui joue à un jeu vidéo? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu grave, il n'y a pas d'enjeu lourd en fait dedans. Et je me suis dit, mais comment un truc... Normalement, quand je regarde ce genre d'animé ou que je lis ce genre de manga, je m'ennuie assez vite. Bon, alors tu me dirais qu'il y a que 3 épisodes. Mais en général, je m'ennuie assez vite. Même épisode 1, je m'ennuie déjà. Pourquoi? Parce que justement, il y a une absence d'enjeu, il y a une absence d'importance. Ce qui se passe n'a pas vraiment d'importance. En fait, soit parce que le perso de base est overpowered, direct, il est hyper puissant, donc il n'a aucun enjeu, à part suivre l'espèce d'otaku qui a une vie minable et qui vit tous ses fantasmes, soit dans un monde virtuel, soit dans un espèce d'isekai. Et ça m'énerve parce que parce que t'apprends rien en fait. Tu vois juste un mec et autant regarder un boulard, ça va plus vite en fait. C'est plus simple. C'est pareil, c'est un espèce de boulard en fait quand tu regardes ce genre de truc. Donc au bout d'un moment, j'ai pas besoin de regarder 14 saisons. Tu vois. Un boulard, t'en regardes pas 14 en général. Hein, bon après je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais en général t'as quand même quelque chose d'autre à foutre à côté. Donc voilà. Bref, autre sujet, j'ai glissé chef comme on dit. Mais bon, bref. Donc j'aime pas ça parce que justement il n'y a pas d'enjeu. Et là, je sais pas pourquoi, j'étais pris dans le combat. Je me dire, est-ce qu'il va réussir à gagner? Est-ce qu'il va réussir? Bon, moi, je savais ce que j'avais lu, c'était dans le tome 1. J'ai lu le tome 1 il y a quelques années. Donc je savais qu'il allait pas gagner, mais t'es quand même pris dedans. Toutes les étapes du jeu, de la découverte, t'es quand même pris dedans, t'as quand même le plaisir. Et pourtant, des histoires comme ça, on en a vu plein. Alors, c'est quoi la différence entre Shangri-La Frontière et les autres trucs qui me saoulent habituellement? Et notamment les isekai un peu dans ce genre-là. Là, c'est pas un isekai, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et souvent d'ailleurs pour pallier à ce problème du manque d'enjeu, t'as toujours un délire, oh, ils sont bloqués dans le jeu, du coup s'ils meurent, ils meurent pour de vrai, donc du coup ce qui se passe a de l'importance. Là il n'y a pas ce délire là, et pourtant ce qui se passe a quand même une espèce d'importance. Et donc pourquoi? C'est parce que Shangri-La Frontière, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas un manga d'aventure, c'est pas un manga, c'est pas un isekai non plus, comme on l'a déjà dit, même l'auteur, ou je sais plus si c'est un homme ou une femme, l'auteur, on va dire l'auteur, c'est neutre. Hein. L'auteur a dit qu'elle a pas il ou elle a pas voulu faire volonté de faire un isekai du tout non plus. C'est un manga qui parle vraiment de jeux vidéo. Mais en fait, faut pas le voir comme ça. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est un jeu vidéo pour prétexte au monde Heroic Fantasy, au level up, gagner plus de pouvoir, avoir des gigas attaques et avoir un univers riche et tout ça comme ça. Et ça. On pourrait se dire ça. Sauf qu'en fait, non. Enfin, si, mais non. Shangri-La Frontière, c'est un manga de sport, en fait. On suit un... parce qu'il y a les mangas de sport, il n'y a pas d'enjeu dans les mangas de sport, hein. En réalité. Il n'y a pas réellement d'enjeu. Kuroko's Basket, bon, c'est celui-là qui me vient en tête en premier. Kuroko's Basket, si Kuroko il gagne pas le tournoi interlycée à la fin, sa vie s'arrête pas. Il va pas mourir, en fait. Donc il n'y a pas énormément d'enjeux de base, il n'y a pas de côté, il va pas sauver le monde, il va pas sauver la Terre, il va rien accomplir de ouf, en fait. Mais pourquoi on s'inquiète que Kuroko gagne ou gagne pas? C'est parce qu'en fait, il nous fait croire à son rêve, à son ambition. Et donc il nous partage sa passion, et sa passion devient notre passion. Notre passion.
Et ben là, c'est pareil avec Sunraku. J'ai oublié son nom dans la vraie vie, on s'en fout. Sunraku, c'est pareil en fait. C'est-à-dire qu'il a la passion du jeu vidéo et il a un rêve au travers de ce jeu vidéo, c'est de finir pour une fois, même si je sais pas si on peut vraiment finir un MMO, mais c'est de finir un vrai bon jeu une fois dans sa vie. Et là, en fait, on le voit qu'il redécouvre sa passion du jeu vidéo au travers d'un bon jeu, parce qu'il a l'habitude de faire les bouses. Et en fait, il prend du plaisir. Et en fait, son seul objectif, tellement on a réussi à nous faire croire à son objectif et qu'il a réussi à nous transmettre sa passion, et ben en fait, on a envie qu'il gagne. Et du coup, on est, comment dirais-je, on est attrapé par l'histoire, on est captivé par l'histoire parce qu'on veut qu'il réussisse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est les mêmes codes en réalité qu'un manga de sport, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé ça ouf, parce qu'en fait, quand il découvre des mécaniques de jeu, c'est comme dans Echiel 21, le gars il apprend à jouer les règles du football américain. Ou c'est comme quand Hippo il apprend hey, j'ai appris le gazelle punch, il est comme un ouf, il dit, oh j'ai appris une nouvelle technique. Et en fait, c'est ça qui est cool. Donc c'est pas un manga d'aventure, c'est pas un manga d'heroic fantasy, c'est pas un manga isekai et tout ce que tu veux, c'est un manga de sport. Sauf que son sport à lui, c'est pas le foot, c'est pas le basket, c'est pas le football américain, c'est pas le sumo, c'est pas le karaté, c'est le jeu vidéo, en fait. Et quand tu prends le truc comme ça, bah, ça devient limpide. Et en tant que manga de sport, ça fonctionne parce qu'à côté, on sent très bien qu'il va y avoir, il va certainement se faire des amitiés, des rivalités, certainement des histoires d'amour aussi. Et en fait, on va avoir tous les codes du manga de sport, en fait. Et du shonen en général, parce que le shonen neketsuesque de base, c'est des mangas de sport à la base. En fait, d'ailleurs j'en parle dans mon livre Manga Story. Oui, lien en description. Masterclass. Oui. Et du coup, je trouve ça intelligent et palpitant à suivre. Surtout qu'en plus, on rajoute quand même de l'enjeu, on rajoute quand même des difficultés au personnage, puisqu'il perd contre le mégalou des ténèbres, là, et tout de suite après, il se réveille dans une auberge. Donc en fait, la défaite en tant que telle n'a pas de sanction. Il a juste perdu. C'est pas très grave. Il va retourner s'entraîner, il va revenir. Bon, là, on lui rajoute quand même des malus, c'est-à-dire que sa défaite a une conséquence, c'est-à-dire qu'il a la malédiction et du coup il peut plus s'équiper autant qu'avant et il y a plein d'autres trucs. En même temps, c'est une malédiction, c'est pas trop une malédiction, hein, parce que ça commence et c'est là que ça commence à devenir peut-être où ça peut devenir tomber un peu dans la facilité, c'est que le gars il a mis tous ses bonus dans la chance et que du coup ça justifie qu'il lui arrive des dingueries. Genre, s'il est tombé sur le méga loup des ténèbres, c'est parce qu'il avait de la chance. S'il a survécu et qu'il lui restait un PV à la fin de la méga attaque, c'est parce qu'il avait de la chance. Si le lapin, il croise le lapin dans les rues et qu'il le suit, c'est parce qu'il avait de la chance. Bon, ok, tu justifies sa chance par le scénario, mais c'est un petit peu fastoche quand même. Je suis curieux de voir comment ils vont traiter ça. Parce que si à la longue, à chaque fois qu'il y a un plot twist un peu facile, qui lui donne du power-up, ou qui lui donne accès à un truc que les autres joueurs n'ont pas accès, et que la réponse c'est non mais c'est parce qu'il a de la chance, là, ça va devenir un petit peu chiant. Là, on va retomber dans les travers du personnage over puissant pour rien. La puissance du personnage, même si c'est un jeu vidéo, doit être corrélée avec une sorte de mérite, pas avec de la chance. Ça marche pas, même dans les mangas sportifs. J'aurais pu citer les mangas, les shonen neketsuesques fantastiques, Naruto, One Piece et tout ce que tu veux. Ok, il y a toujours un délire de destinée ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas la chance. Ils sont pas forts par chance. Ils sont forts par leurs efforts, par leur travail, par leur volonté. Là, si le héros il a que des trucs cheatés, tu lui enlèves en fait. Ça sert à rien de lui mettre des bâtons dans les roues si c'est pour les annihiler avec un bonus juste derrière en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu débile. Si y a un exemple par exemple, c'est dans les comics. Daredevil, il est aveugle. Donc tu lui dis, oh, il a un handicap, il est aveugle. Ouais, mais d'ailleurs à côté, il entend une mouche péter à 3 km et il esquive les coups de poing et en fait, il voit mieux que s'il avait des yeux. Donc si, c'est plus un handicap. Donc ça sert à rien en fait de lui dire il est aveugle, mais c'est bon, il peut quand même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, c'est un peu pareil. Ils disent, ouais, il peut plus s'équiper, du coup, il est dans la merde, mais en même temps, on lui donne des bonus et des quêtes secondaires qui vont lui donner des trucs overcheatés quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir bien doser ça. Alors, de la chance, c'est bien, c'est cool, il y a les stats, tout ce que tu veux, il y a des explications, mais il va falloir bien doser pour pas que l'histoire devienne trop facile non plus. Ça peut pas, tous les problèmes peuvent pas se résoudre juste parce que, oh, la chance, oh, voilà. Là, j'ai peur qu'on retombe dans les travers de ce que j'aime pas, dans les isekai. Alors, je sais que c'est pas le terme isekai que je devrais employer, je sais plus c'est quoi le terme exact, des power fantasy ou je sais pas quoi là. J'espère qu'on va pas retomber là-dedans. Que c'est facile de retomber là-dedans.
Et j'ai pas envie. Je veux quand même que si on est dans l'optique que c'est un shonen sportif, que c'est un neketsu à l'ancienne, il faut que le gars il en chie à un moment donné, il faut qu'il souffre, il faut qu'il travaille, il faut qu'il. Même si ça sera pas un travail physique, parce qu'il s'épuise pas en vrai, il a pas des blessures en vrai, mais il faut qu'il travaille, il faut qu'il étudie. Tout ce qui va être les patterns, toutes les mécaniques de jeu, tout ça, ça va être intéressant. Si c'est juste j'ai un bonus donc c'est bon ça passe, ça va devenir solo leveling et au bout solo leveling c'est ultra badass hein. Mais au bout d'un moment c'est chiant. Parce que le gars est trop cheaté, à chaque fois qu'il va faire un truc, c'est pas un jeu vidéo mais c'est un peu dans le même délire, à chaque fois qu'il va avoir un truc, non t'inquiète j'ai débloqué une compétence de fou, j'ai gagné. Non, il faut qu'il le mérite, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il bosse. Voilà, ça n'a de valeur que s'il y a souffrance derrière. Il faut payer le prix de la réussite. C'est un peu le message de tous les shonen neketsu, qu'ils soient fantastiques ou sportifs ou peu importe. Donc là, si juste le gars il a eu de la chette, je suis tombé sur un objet méga rare, non. Alors, tu peux le faire de temps en temps, mais il faut pas que sa réussite repose que là-dessus. Voilà. Donc, je kiffe. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, il y a des trucs que je trouve un peu bizarres, c'est qu'il se fait moquer quand il se balade dans le monde avec sa tenue à moitié à poil. Alors que, bon, j'ai pas beaucoup joué à des MMO, hein, mais ça choque quelqu'un, un mec en slip dans un MMO, quoi. Je veux dire, il y en a tout le temps des mecs habillés chelous dans les jeux vidéo, là. Il fait randomisation de création de personnages, et puis c'est bon, en fait. Ça, j'ai pas compris. Bon, après, c'est peut-être le délire japonais. Je ne sais pas. Bref, épisode intéressant, qui ouvre des perspectives intéressantes. Maintenant, le personnage a un vrai but, a un vrai objectif, hein, c'est de vaincre ce monstre unique, et donc de rentrer dans la légende du jeu. On apprend aussi qu'il y a des guildes qui sont formées autour de la chasse de ces monstres. Donc voilà, il y a un vrai, il y a un vrai univers dans l'univers qui peut être très intéressant. Il y a une mythologie en fait qui est en train de se mettre en place. Même si c'est qu'un jeu, il y a une vraie mythologie, il y a une culture qui est en train de se mettre en place. Et c'est ça qui est cool aussi dans les mangas sportifs. Genre dans Kuroko's Basket, il y a une vraie culture du basket interlycée en fait. C'est pas juste on fait du basket, non, il y a une structure, il y a des légendes, il y a des réputations, il y a un système qui fonctionne, il y a des grades, comme dans Echi 21, comme dans Hajime no Ippo, comme dans Temps et Temps en fait. Donc c'est ça qui est cool. Donc très curieux de voir comment tout ça va se poursuivre. En tout cas pour l'instant c'est très encourageant. Je pensais pas être à ce point captivé par une histoire comme ça, même si le premier tome était très bien hein, malgré tout, parce que c'était vraiment un truc sur la passion du jeu vidéo, et là ça a réussi à le transmettre, et c'est cool. Voilà, donc très curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Pour l'instant c'est validé de mon côté. Voilà, et ça ouvre des perspectives intéressantes sur qu'est-ce qu'on peut raconter avec le jeu vidéo. Qui est un petit peu une nouvelle discipline sportive du 21e siècle. Hein. L'e-sport, ça commence à être reconnu, donc le jeu vidéo est un vrai média qui peut être, comment dirais-je, exploité dans de bonnes histoires, sans être cliché, sans être caricatural. Raconter des vrais trucs. Parce que tu peux vivre de vrais trucs à travers le jeu vidéo. Même si c'est virtuel, tu peux vivre de vrais trucs, et c'est ce qu'on voit dans comment ça s'appelle? Je regrette la frontière. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Je vous laisse attention de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.